Merci beaucoup. Je vais maintenant céder la parole à Monsieur Lecoumant. Oui, merci. Je vais essayer de compléter ce qui a été dit en évitant les redites, parce qu'on est d'accord sur un certain nombre de choses. Peut-être pour répondre aux deux interventions qui concernaient tout d'abord le livre d'occasion des groupes socialistes et indépendants. Alors oui, vous avez raison, le consommateur va au moins cher de toute façon, quel que soit le produit, comme ça a été dit. Il y a des habitudes de consommation qui aujourd'hui se sont développées et qui ne concernent pas que le livre. On n'est pas opposé en ce qui nous concerne au développement du marché du livre d'occasion. On dit juste qu'on constate qu'il y a un préjudice économique qui est fait à une filière, et en particulier un maillon de cette filière qui est l'auteur. Je vais y revenir, expliquer pourquoi, et qu'il serait logique dans une économie, et je vais y revenir également, qui est une économie du prototype, où chaque produit mis sur le marché, il n'y a aucune garantie qu'il fonctionne, où un titre qui fonctionne permet d'en financer, selon les catalogues, 5-10 derrière, qui fonctionneront peut-être moins bien. Quand on assèche les revenus de la filière, quand on a des acteurs en tout cas qui viennent capter une partie de la valeur créée par les acteurs de cette filière, qui ne réinvestissent pas dans la création, on freine les capacités d'investissement, donc de publication de nouveaux auteurs, donc de nouveaux titres, donc la diversité de la création, donc la solidité de la filière. Il y a tout un modèle derrière quand même qui est mis en cause. Sur la question du prix du livre qui serait trop cher, je partage ce qui a été dit. Je vous invite à regarder le prix des livres à l'étranger, y compris au sein de l'Union européenne, voire aux États-Unis. La France est l'un des pays où le livre est le moins cher. On a effectivement des collections de poches assez développées qui aujourd'hui rendent le livre quand même globalement accessible. Un maillage de bibliothèques territoriales qui est un des plus denses au monde, qui permet à tout le monde d'accéder gratuitement à l'ensemble de la production éditoriale française dans des délais à peu près raisonnables. Donc l'accès au livre, il existe. Le prix, malheureusement, je partage, on n'est encore une fois pas opposé au développement du marché du livre. On constate juste qu'en termes d'accès à la lecture, les études montrent que ce n'est pas efficace, que ce n'est pas le cas, en tout cas que ça ne suffit pas, puisque la majorité des acheteurs de livres d'occasion sont déjà des gros lecteurs, donc il y a juste un transfert des achats. Évidemment, on va au moins cher, donc quand c'est pour soi, alors peut-être que pour des achats de cadeaux ou autres, les gens conservent l'achat neuf, mais il y a un transfert des achats du neuf vers l'occasion chez des gens qui achetaient déjà des livres. Un public de CSP+, qui reste majoritaire, enfin en tout cas qui reste surreprésenté parmi les acheteurs de l'occasion, donc ce ne sont pas des gens qui n'achètent pas de livres parce qu'ils n'en ont pas les moyens, qui vont aller vers l'occasion. Enfin, là, c'est vraiment les données de l'étude. Donc, oui, je pense que c'est complémentaire de mesures et de politiques publiques en faveur de la lecture, ça, on est tous d'accord, mais l'occasion n'est pas la solution pour régler cette question de la lecture à l'évidence, en tout cas aujourd'hui. Alors, la question que vous posiez, effectivement, faut-il créer une taxe? Nous, dans notre idée, il ne s'agit pas d'une taxe, mais d'une contribution au financement de la création. Comme je le disais, le modèle économique de notre secteur repose sur des investissements, sur le réinvestissement de bénéfices réalisés par la vente de livres pour financer de nouveaux projets, de nouveaux prototypes. Il s'agit simplement de mettre à contribution un ou deux acteurs aujourd'hui majeurs, je ne vais pas faire de publicité ici, mais quelques acteurs de la vente en ligne qui se sont spécialisés dans ce marché, qui captent une part essentielle de la valeur créée par le marché, par la filière, sans réinvestir dans le financement de la création. Il nous paraîtrait logique, à travers une contribution, et encore une fois, certains de ces acteurs se sont d'eux-mêmes manifestés en nous disant qu'ils estimaient logique de le faire, cohérent, en tout cas vis-à-vis des auteurs. Ils trouvaient logique que l'auteur soit rémunéré sur la revente de son livre d'occasion. Quand un consommateur achète un livre, il n'achète pas du papier et de l'encre, il achète une œuvre, l'accès à une œuvre, de l'esprit. Donc qu'il l'achète en occasion ou qu'il l'achète en neuf, il paraît légitime que l'auteur qui a créé cette œuvre puisse être rémunéré. C'est juste le fondement de notre réflexion. Ensuite, pour pouvoir répondre aux questions plus techniques que vous posiez, comment ça fonctionnerait d'un point de vue opérationnel? Alors, on a mis en place dans la chaîne du livre, il y a maintenant un certain nombre d'années, un droit de prêt, vous le savez, au titre du droit de prêt en bibliothèque, où les auteurs sont rémunérés à travers une contribution prélevée au moment de l'achat des livres auprès des revendeurs pour les bibliothèques. Les fournisseurs de livres aux bibliothèques payent une contribution qui alimente un fonds en gestion collective qui est géré par la SOFIA, qui est un organisme de gestion collective géré paritairement entre auteurs et éditeurs, et qui reverse aux auteurs et éditeurs cette compensation, puisque un livre qui est prêté peut-être 10, 15, 20 fois en bibliothèque, potentiellement c'est un livre qui ne va pas être acheté 10 ou 15 ou 20 fois en librairie. Donc il y a une compensation qui est mise en place. Sur le même modèle, on peut tout à fait imaginer la mise en place d'une contribution sur les plus gros revendeurs aujourd'hui qui captent la valeur
du marché, qui sont essentiellement en ligne. On peut tout à fait imaginer un seuil de chiffre d'affaires, puisqu'effectivement, il sera peut-être difficile d'aller collecter auprès de tout petits revendeurs physiques une contribution économique. En revanche, une contribution un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par des trop gros acteurs au-dessus d'un seuil de chiffre d'affaires, je ne sais pas, de 100 000 euros de livres d'occasion est tout à fait imaginable, d'autant que certaines plateformes sont des marketplaces, vous savez, qui permettent à des particuliers de vendre, mais font un bénéfice au passage sur ces ventes de particuliers. Donc on peut tout à fait imaginer que l'assiette de cette contribution serait le chiffre d'affaires réalisé par eux-mêmes ou par la revente sur leur site par des particuliers de livres d'occasion. Cette contribution peut tout à fait être gérée comme le droit de prêt en gestion collective, redistribuée entre auteurs et éditeurs selon une clé de partage à définir entre auteurs et éditeurs. Le principe nous semblerait légitime et techniquement parfaitement, en tout cas possible à mettre en place. La question que vous posiez de savoir si ça ne viendrait pas casser la consommation. Alors, on parle d'une taxe de quelques centimes par livre. Aujourd'hui, un livre neuf, en moyenne, c'est grand format, autour de 20-22 euros. Ce livre, vous le trouvez parfois quelques jours après sa sortie, quelques semaines après sa sortie, au prix de 2-3 euros. Donc un consommateur qui aura arbitré entre un livre neuf à 22 euros et le même livre d'occasion, qui parfois est souvent en état neuf, je le précise aussi, c'est aussi une question des filières d'approvisionnement, qu'il trouvera à 2 euros, qu'il trouvera peut-être après la contribution à 2,10 euros au lieu de 2 euros, je pense que l'intérêt de l'occasion restera encore assez évident pour lui. Donc je ne pense pas que ça viendra casser absolument pas le marché. Pour ce qui est de reverser, dernière question, cette contribution aux auteurs situés à l'étranger, c'est quelque chose de tout à fait possible dès lors qu'il existe dans les pays concernés une disposition idoine qui permettrait de mettre en place cette contribution. La SOFIA aujourd'hui reverse avec des accords de réciprocité entre différents organismes de gestion collective de différents pays, se reversent entre elles pour les auteurs dont elles ont la charge. Donc ça, c'est absolument pas une difficulté pour ce qui serait de livres étrangers, écrits par des auteurs résidant à l'étranger, vendus en France. Et peut-être juste dernière parenthèse sur l'intelligence artificielle, puisque le sujet a été abordé. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit et sur l'impact absolument massif du sujet sur la création et sur les créateurs. On a publié, et je vous invite j'en laisserai quelques exemplaires, il est en ligne sur notre site, un observatoire en lien avec l'ADAGP, qui est un organisme de gestion collective des arts plastiques, et la SGDL, donc pour les auteurs du livre, une grande enquête sur l'impact des intelligences artificielles génératives sur l'activité et les revenus des artistes-auteurs, de l'image et de l'écrit, qui montre l'effet absolument massif déjà et déplorable en termes de revenus, de rémunération, de commandes, d'activité que fait peser l'intelligence artificielle. Au-delà du sujet juridique quand même assez majeur, et on ne l'a pas abordé puisqu'il y a des contentieux en cours, du pillage qui a été fait de manière, selon nous, parfaitement illicite par certains acteurs de l'IA, s'appuyant, et là peut-être que le Parlement peut aussi avoir un rôle à jouer, sur une disposition introduite dans le droit français à l'occasion de la transposition législative d'une directive européenne, la directive sur le droit d'auteur de 2019, qui comportait une exception au droit d'auteur, qui introduisait une exception au droit d'auteur, ce qu'on appelait pour la fouille de textes et de données, c'est-à-dire permettre de constituer des corpus de textes sans demander l'autorisation préalable des ayants droit pour faire, mais à l'époque on parlait plutôt de projets de recherche scientifique universitaire. Certains acteurs économiques de l'intelligence artificielle ont bien vu l'intérêt qu'ils pouvaient avoir dans cette disposition, se sont engouffrés dans ce sujet, ont utilisé cette disposition pour constituer, selon nous de manière parfaitement illégale, des corpus de textes, d'images, de sons, qui utilisent l'œuvre des créateurs sans leur autorisation, sans les rémunérer, qui portent atteinte au droit moral, puisqu'elles découpent ces œuvres en morceaux pour en recréer d'autres à la façon d'eux. Donc il y a quand même vraiment des sujets de droit d'auteur. On sait qu'il y a une proposition législative qui est actuellement en cours à l'Assemblée nationale pour venir, je ne rentre pas dans le sujet technique, mais qui est porté, qui viserait à inverser la charge de la preuve, puisque le règlement sur l'intelligence artificielle adopté consécutivement à cette exception au droit d'auteur en 2024 est quand même venu essayer de rétablir un peu un équilibre en obligeant, les acteurs de l'IA à avoir une certaine transparence sur les contenus qu'ils utilisent, à respecter le droit d'auteur, c'est-à-dire l'autorisation préalable, si utilisation autorisée il y a, à rémunérer les ayants droit, et cette mesure est d'application extraterritoriale
puisque un certain nombre d'acteurs sont, on le sait, situés en dehors de l'Union européenne. Le projet de la proposition législative qui est portée nous semble intéressante, même si elle nous semble insuffisante, puisqu'elle viserait à renverser la charge de la preuve, c'est-à-dire tout acteur de l'IA qui ne viendrait pas démontrer qu'il n'a pas utilisé des contenus protégés par le droit d'auteur serait supposé l'avoir fait. Ça viendrait au moins régler le problème d'acteurs qui aujourd'hui refusent d'appliquer ce qui est déjà dans le droit européen, c'est-à-dire l'obligation de transparence, en rendant publics les contenus qu'ils ont utilisés. Donc on porte votre attention sur cette proposition qui nous semble aller dans le bon sens, mais être malheureusement insuffisante pour régler l'ensemble de la question. Merci beaucoup.